C'est parti. Super. Bon, eh ben, écoutez, on va commencer tranquillement dans ce cas-là. Alors, aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'engagement des collaborateurs dans un contexte hybride, distanciel, présentiel. Et on vous pose une question un peu provocante. Donc, et si la vie de vos collaborateurs comptait? Bon, alors évidemment, c'est une question totalement rhétorique, hein. On va forcément défendre la thèse du oui. Et en fait, ce webinaire aujourd'hui-là, ce midi, il a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de sensibiliser, les managers, mais pas que, du coup, les collaborateurs également, sur l'importance, d'impliquer les collaborateurs dans le fonctionnement de l'équipe, y compris lorsqu'il s'agit d'intégrer au fonctionnement de l'équipe de nouveaux usages comme, ceux liés au travail à distance et ceux liés à ce qu'on appelle l'hybridation des modes de travail, c'est-à-dire une situation où on mélange à la fois des situations de travail présentielles et des situations de travail en distanciel. Et le deuxième objectif, ça va être de vous donner un ensemble de pratiques, d'astuces, de bonnes idées pour parvenir en fait à mieux travailler en équipe dans ce contexte de distance ou d'hybridation des modes de travail. Alors avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, on va se présenter. Donc nous sommes la société Animaneo et c'est une société de conseil qui aujourd'hui a 5 ans d'existence et rassemble 20 personnes. Nous accompagnons des entreprises dans leur transformation en les aidant en fait à passer d'un fonctionnement traditionnel à un fonctionnement plus collaboratif avec des manières de travailler plus engageantes pour les gens. Et du coup, tout notre mantra, c'est la collaboration parce que pour nous, heu, c'est vraiment ça permet en fait de développer, je vais me reprendre. Pour nous, en fait, tout le travail qu'on fait au quotidien, c'est de développer ou créer des situations de collaboration avec des bonnes relations interpersonnelles. Et pour nous, du coup, ça va vraiment être une clé, cette dynamique collaborative et relationnelle, parce qu'on est convaincu que c'est un moyen qui va permettre, d'atteindre une performance de l'organisation globale, mais également de travailler sur le mieux-être des collaborateurs dans leur travail. Et donc concrètement, en fait, au quotidien, en mission chez nos clients, nous, on les accompagne sur des postures, sur des savoir-être et aussi sur des méthodes et des outils. Mais c'est vraiment majoritairement des questions de comportement et de posture parce qu'on pense que c'est ça qui va permettre à tout un chacun d'incarner et de faire vivre dans l'organisation des valeurs telles que la bienveillance, la transparence, la confiance. Et pour nous, en fait, ces valeurs-là, c'est des bases indispensables pour avoir une bonne dynamique collaborative et atteindre du coup la performance et le mieux-être au travail. Et donc aujourd'hui, sur les 20 personnes de la société, nous sommes 3 pour vous présenter ce webinaire. Nous avons Galina, nous avons Sarah, moi-même Céline, et nous sommes appuyés par notre régisseur du jour, Jean-Christophe. Donc le sujet du travail à distance. Alors c'est évidemment un sujet qui fait partie de nos accompagnements depuis longtemps, mais alors évidemment avec le contexte actuel sur le confinement et le Covid, ça prend une ampleur plus importante. Et donc on a estimé que c'était intéressant de faire une offre dédiée à cette question-là pour accompagner les managers qui se trouvent confrontés à ces nouveaux modes de travail. Alors, cette offre s'appelle Apprivoisons la distance ensemble. C'est un parcours de 3 demi-journées pendant lesquelles, en fait, on va inviter l'équipe et le manager à co-construire ensemble une nouvelle manière de fonctionner, pour aboutir à un plan d'action, pour mieux collaborer ensemble à distance. Mais c'est également pendant ces 3 demi-journées des temps individuels avec le manager pour lui donner des conseils sur sa posture, des pratiques et des outils qui peuvent l'aider au quotidien. Et cette offre, en fait, c'est finalement une première étape dans l'accompagnement des managers qui a vraiment pour objectif d'impulser une nouvelle dynamique au sein de l'équipe au complet. Et donc, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de cette offre, qu'on vous propose ce webinaire aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, en fait, notre question, toute notre problématique, c'est comment maintenir l'engagement des collaborateurs dans un contexte hybride qui mélange du présentiel et du distanciel. On va aborder ce sujet au travers de notre prisme Animaneo, qui est donc la dynamique collaborative.
Et tout au long de ce webinaire, en fait, on va vous partager des éléments d'analyse qui sont tirés d'une enquête qu'on a fait récemment auprès de 37 entreprises avec qui on travaille. On les a sondées en fait sur le travail à distance. C'est toutes des entreprises qu'on a accompagnées ou qu'on accompagne et qui sont dans ces contextes d'hybridation. Alors, comment va se passer ce webinaire? On va vous le faire en 3 étapes. On va commencer très, très rapidement par poser quelques points de contexte et quelques points de définition. Ensuite, on vous parlera du coup du management à l'ère du travail et en quoi, du télétravail, pardon, et en quoi du coup c'est important de travailler sur l'engagement des collaborateurs. Et enfin, dans une 3e partie, on vous détaillera un ensemble de bonnes pratiques pour du coup travailler cet engagement. Alors, c'est parti pour la première partie. Du coup, je vais rapidement, très très rapidement, vous poser quelques éléments d'historique et de définition. Alors, le travail à distance, en fait, débute dans les années 70 avec l'arrivée de la téléphonie fixe. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on a des téléphones fixes à la maison, on peut imaginer un monde dans lequel on pourrait travailler depuis chez soi. Mais dans les années 70, c'est plus du coup un sujet de recherche qu'une réalité d'entreprise. Dans les années 90, ensuite, on a un autre petit pas avec l'essor de l'informatique personnelle et de la téléphonie mobile. Là, ça commence à devenir une réalité d'entreprise, mais c'est extrêmement minoritaire puisque ça concerne que 2% des actifs français. C'est vraiment rien du tout. Mais à partir des années 90, on observe une très lente, une régulière et lente augmentation du coup des personnes qui sont dans cette situation. Mais c'est à partir des années 2000 que ça change encore un petit peu, ça évolue. Et là, en fait, c'est surtout le cadre législatif qui va évoluer, notamment avec, en 2005, le premier accord national interprofessionnel sur le télétravail qui commence à poser des bases pour encadrer cette pratique. Donc jusque-là, on a une augmentation à peu près régulière. Et évidemment, la grosse rupture, en ce moment, c'est 2020 avec du coup la crise de la Covid. Puisque là, par contre, le confinement fait passer de 7% à 27% le taux de salariés en télétravail. Donc déjà, c'est un bond énorme. Mais en plus de ça, ce qui est vraiment particulier actuellement, c'est que ces personnes sont soit de manière très, très majoritaire en télétravail, soit carrément totalement en télétravail. Ce qu'on appelle en bon français du full remote. Et là, pour le coup, c'est totalement exotique. Autant avoir 1 ou 2 jours de télétravail, je ne sais pas, par semaine ou par mois, c'est encore assez classique. Mais par contre, être tous les jours totalement en télétravail, là, par contre, c'est totalement nouveau. Et donc, on peut se dire que cette rupture va sans doute ancrer une certaine habitude chez les salariés, chez les managers, voilà, dans les entreprises, et que dans les années à venir, on va se retrouver de plus en plus souvent confronté à des situations d'équipe où on a à la fois du présentiel et du distanciel mélangés. Et du coup, c'est ça ce qu'on appelle le contexte de travail hybride. Et alors, cette hybridation, en fait, elle peut avoir différents visages. Donc, il y a un petit point définition pour le coup, puisqu'il y a différentes modalités pour le travail à distance. Alors, la modalité de travail la plus standard, c'est quand on est au bureau. Très bien. Du coup, de plus en plus actuellement, comme nous d'ailleurs, aujourd'hui, toutes les trois, et JC également, on travaille depuis chez nous, on est en télétravail. On a aussi des modalités de travail qui sont en travail nomade. Voilà, ça concerne majoritairement les commerciaux, par exemple, on y pense tout de suite, mais ça peut être d'autres types de personnes aussi qui vont être dans cette situation. Et puis, la 4e situation, ça va être de travailler depuis des espaces tiers. Alors, les espaces tiers, c'est soit des sites qui appartiennent à l'entreprise, mais qui ne sont pas le lieu de travail de référence quotidien, voilà, des personnes, soit aussi des espaces de coworking qu'on voit fleurir un peu partout en ville. Donc déjà, ça fait déjà beaucoup de situations et de modes de travail différents, ce à quoi s'ajoute en ce moment pour certaines entreprises le chômage partiel. Donc en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que nos collègues, en fait, on ne les voit plus. On ne sait pas forcément d'où est-ce qu'ils travaillent. On ne sait pas forcément s'ils travaillent, parce qu'ils peuvent être en chômage partiel, par exemple. Donc, on ne sait pas s'ils sont dispo, on ne sait pas si on peut les joindre. Ça crée une situation d'équipe qui est parfois un peu floue, un peu compliquée à gérer. Et cette complexité, en fait, elle est aussi liée à la notion d'asynchronicité.
Alors, asynchronicité, c'est le fait de travailler en fait les uns après les autres sur un sujet. Et bien souvent, en fait, on observe que les problèmes du travail à distance sont surtout liés à des problèmes d'asynchronicité qu'à des problèmes de distance. Quand on est en présentiel, voilà, quand on a une question, on se lève, on va au bureau d'à côté, on pose la question à notre collègue, et puis voilà, on règle le problème de manière synchrone, ensemble, en même temps. Alors qu'avec la distance, on a tendance du coup à prendre le sujet les uns après les autres, ce qui du coup demande une synchronisation plus importante. Par exemple, toutes les entreprises qui sont en full remote, il n'y en a pas beaucoup, mais celles qui y sont, du coup, mettent en œuvre des process et des modes de fonctionnement pour éviter du coup de devenir totalement asynchrone. Donc voilà, le problème que pose le travail à distance, ça peut souvent être plus un problème d'asynchronicité que de distance en elle-même. Donc voilà pour cette rapide introduction. Du coup, là, je vous invite à noter vos questions dans le chat. Si jamais vous avez des questions qui vous traversent l'esprit au fur et à mesure du webinaire, surtout notez-les tout de suite. Comme ça, vous ne les oubliez pas. Et en fait, on y revient à la fin du webinaire. Du coup, je vais passer la parole à Galina pour vous parler de la suite. Merci Céline, bonjour à tous. Eh bien, avant de présenter les bonnes pratiques sur le maintien de l'engagement des collaborateurs à distance, il nous a semblé pertinent de l'inscrire dans le contexte d'aujourd'hui et de partager surtout avec vous nos constats qu'on a pu faire sur les situations que les entreprises traversent actuellement. En moins de 6 mois, nous avons tous subi 2 fois le passage en mode télétravail obligatoire. En réaction face à cette situation, quasiment toutes les entreprises ont revu leur position concernant le télétravail. Mais aussi pour certains, ça a amené des remises en question des fondamentaux sur lesquels se reposait leur modèle économique, leur structure organisationnelle, leur système de rémunération, leur processus budgétaire et pour une bonne partie aussi la remise en question de leur raison d'être. On a été tous témoins d'une dématérialisation extrêmement accélérée, une explosion des usages et une très rapide montée en compétences sur des outils numériques. Tout ça se passait dans un contexte d'une incertitude et se passe toujours dans un contexte d'incertitude généralisée. Beaucoup ont dû sortir de leur zone de confort et faire preuve de résilience. Dans les observations qu'on a menées, nous avons pu également constater que certaines entreprises ont abusé des solutions de traçage, donc de connexion, de supervision et de contrôle, et d'autres qui ont favorisé plutôt la confiance, la co-construction et la délégation. Considérer qu'un travail se produit indifféremment que l'on soit à domicile ou au bureau, c'est de le réduire à sa seule valeur capitalistique, à savoir la productivité individuelle, au détriment de toute sa dimension communautaire et sociale. Le mode hybride dont le télétravail en fait partie, surtout dans ce contexte d'une incertitude assez forte qu'on traverse actuellement, d'après nous, nécessite une animation du collectif encore plus présente pour diffuser le sens, pour renforcer le collectif, pour le rassurer, pour faciliter et aussi pour donner du rythme. Dans ce nouveau mode de télétravail, il demande un subtil équilibre entre un certain lâcher-prise et une confiance accrue envers les collaborateurs, tout en ayant des nouvelles exigences de suivi, de formalisation et aussi de coordination du travail. On ressent une des premières intentions dans certaines organisations de passage d'un mode de management du comment vers un mode de management par les objectifs. On a pu également constater que les différents questionnements et réflexions sont menés au sein des différentes entreprises autour du télétravail. Il y en a celles qui ont une approche plutôt pragmatique en l'abordant par le prisme quantitatif, voire comptable. Par exemple, combien de jours sont autorisés à être télétravaillés, ou bien quels seront plutôt les critères de télétravail, ou bien quelles seront les récompenses financières qu'on pourrait envisager. Il y en a d'autres qui ont une approche un peu plus systémique, à savoir comment faire du télétravail un outil au service des organisations. En abordant ce sujet, l'intérêt qu'on y trouve, c'est surtout de l'inscrire dans sa globalité. Donc, comment ancrer la pratique du télétravail dans le collectif,
tout en répondant à l'ensemble des enjeux auxquels les organisations doivent faire face, à savoir garantir à la fois l'efficacité opérationnelle des équipes, de délivrer également, de poursuivre la capacité de délivrer la valeur, tout en préservant la dynamique collaborative, l'alignement stratégique et culturel de leurs entreprises. Notre proposition serait donc de responsabiliser, d'accompagner, de former et surtout de soutenir les managers de proximité. Car d'après nous, ce sont eux qui connaissent les problématiques qui sont rencontrées par les équipes, aussi bien que la feuille de route qui a été définie par le top management. Ils connaissent leurs équipes, leur manière de fonctionner en collectif, leur motivation individuelle, mais aussi le métier et ses contraintes opérationnelles. Tous les jobs ne nécessitent pas les mêmes conditions de travail. Il nous semble que ce sont eux qui sont d'autant mieux placés pour réguler l'outil du télétravail, qu'ils sont aussi conscients, par ailleurs, des conditions de travail à domicile de chacun. En effet, si c'est à la charge de l'employeur de veiller sur la prévention psychosociale, ce sont les managers qui seront les garants et les gardiens tout autant de la santé de leurs équipes, mais aussi de leur performance. Évidemment, on parle ici des managers qui seront facilités fortement s'ils savent s'appuyer aussi à leur tour à l'intelligence collective de leurs équipes. Mal recourir au télétravail, c'est donc aussi prendre le risque de perdre de l'essence qui forge nos organisations, à savoir l'engagement du collectif. Quelle serait donc la définition qu'on pourrait donner à cette préoccupation qui aujourd'hui touche toutes les sphères d'une entreprise? Eh bien, selon nous, l'engagement, ce serait plutôt le lien affectif qui unit un individu à ses actes sur une durée. Nous sommes engagés dans quelque chose, dans une action, dans un projet, dans une mission, alors qu'on est motivé par quelque chose ou pour quelque chose. Donc, on va chercher forcément à satisfaire nos besoins ou nos attentes individuelles. Nous constatons par ailleurs que l'attention des dirigeants, des DRH, des managers est assez orientée vers l'engagement lorsqu'il s'agit des projets, des grands projets d'envergure importante de transformation de leurs organisations. Et lorsqu'on parle plus de la motivation, ce serait dans des situations un peu plus stables. On peut être engagé, mais pas forcément motivé. Dans la notion de l'engagement, on peut aussi sous-entendre une certaine notion d'abandon, de sacrifice ou un lâcher-prise sur des besoins individuels en faveur de l'intérêt collectif. Donc, cette distinction sera pertinente à prendre en compte pour ajuster les leviers que vous souhaiterez activer dans l'atteinte de vos objectifs. Eh bien, en synthèse de cette deuxième partie de notre webinaire, notre proposition pour les dirigeants, ce serait donc de responsabiliser, de former et de soutenir les managers de proximité. Et pour les managers de proximité, notre conseil, ce serait donc de s'appuyer sur vos équipes et de co-construire avec eux la meilleure organisation de leurs activités. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de les écrire sur le chat qui est disponible dans Zoom. Pour la suite, Sarah et Céline poursuivront sur le comment, la communication, la coordination pour en maintenir l'engagement de vos collaborateurs à distance. Merci Galina. Et bonjour à tous. Donc, favoriser l'engagement des équipes, c'est un vaste sujet et il existe de nombreux leviers pour travailler dessus. On a choisi aujourd'hui de vous en détailler deux. Le premier, ce sera la communication et le second, ce sera la coordination. Donc, la communication, fait partie des thématiques qui permettent aux managers d'agir facilement. Lorsque l'on travaille à distance, il y a plus de 4 personnes sur 10 qui ne sont pas ou peu en contact avec leurs équipes lors des jours de télétravail. Donc, avec la distance, on perd beaucoup de ce qu'on appelle donc des signaux faibles, c'est-à-dire des attitudes physiques, du non-verbal, qui va nous renseigner finalement sur l'état de santé physique et émotionnel de la personne. Donc, le travail à distance et les nouvelles formes de travail qui vont avec ont effectivement des limites. La première, c'est l'isolement des travailleurs, la rupture du lien au sein des équipes
et encore les conséquences de l'absence de séparation entre l'espace de travail et l'espace de vie. C'est ce qu'on appelle aussi le blurring. En conséquence, le rôle du manager doit évoluer pour prendre en compte ces problématiques. Et c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour les entreprises et pour les managers. Et la réponse apportée, c'est de communiquer et de manager autrement pour avoir une vision claire de ce que chaque membre de l'équipe peut traverser, peut vivre ou peut penser. Et pour ce faire, il est déjà important de pouvoir distinguer deux types de communication. Et je vais laisser la parole à Céline qui va vous les présenter et vous partager par ailleurs des bonnes pratiques à mettre en place facilement et qu'on a testées chez nos clients et lors de nos accompagnements. Merci Sarah. Alors effectivement, donc la communication, on va distinguer deux types de communication, effectivement. Donc la première, c'est la communication dite officielle. Donc comme voilà, Barack Obama, ça va être une communication plutôt d'information sur des changements à venir, des projets en cours dans le service ou dans l'équipe. Et c'est en général une communication qui est plutôt descendante, qui est plutôt top-down. Et le deuxième type de communication qu'on peut distinguer, c'est la communication informelle. Là, ça se caractérise plus par des échanges sur des sujets totalement différents, autres que le travail ou que la performance opérationnelle. Là, il va plutôt s'agir d'interactions humaines qui visent à établir, créer ou maintenir un lien et de l'écoute entre les gens, entre les collaborateurs. Et donc là, l'idée, c'est de vous donner des petites astuces à la fois pour la communication officielle et pour la communication informelle. Alors, la première chose, c'est donc pour la communication officielle d'information, là, on est typiquement dans le cas d'un manager ou d'un manager de manager d'ailleurs qui doit s'adresser à ses équipes. Et dans ces cas-là, on observe que ce qui est vraiment important, c'est que cette communication, elle soit à la fois simple, c'est-à-dire vraiment qui va aller à l'essentiel, qui synthétise le message pour ne dire vraiment que ce qui est important à retenir. Également qu'elle soit univoque. Alors, il faut que ce soit clair, il faut que votre discours soit orienté dans une seule direction, qui soit vraiment très identifiée. Et dernière chose, il faut que ce discours, il faut que ces échanges soit vraiment répété. C'est pas parce que vous donnez une information une fois que ça y est, c'est assimilé, c'est approprié par tous. Au contraire. Donc, il faut répéter et à chaque fois que vous répétez, toujours avec la même simplicité et toujours dans le même sens. Donc, c'est hyper facile à dire et c'est très, très compliqué à faire, ça, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment à retenir quand vous avez des communications un peu officielles à faire. C'est vraiment important. Et donc, pour cette communication officielle, on peut vous donner 4 astuces. Alors, la première, c'est ce qu'on appelle les AMA, Ask Me Anything. Alors, c'est une pratique qui consiste en fait à poser un créneau de réunion, présentiel ou distanciel d'ailleurs, ça marche dans les deux cas, qui va être ouvert à tous les membres de votre service ou de votre organisation. Au début de cette réunion, vous posez le sujet, vous cadrez voilà, le sujet très, très rapidement et ensuite, tout le temps de la réunion est consacré aux questions-réponses. Vraiment, c'est les gens qui vont vous poser des questions et vous répondez. Donc, c'est absolument pas préparé. Donc, il faut être effectivement prêt à répondre à tout type de questions et à y répondre avec transparence. Parce que du coup, si vous essayez de cacher des choses, en fait, ça va se voir. Donc, c'est une pratique qui est assez puissante puisque ça crée un lien direct entre vous et du coup, les membres de l'équipe. Pour la petite histoire, donc dans le Courrier international d'il y a quelques mois, il y avait un article sur la présidente de la Nouvelle-Zélande qui, pendant la crise du Covid, a utilisé ces AMA, ces sessions d'AMA, et ça a créé une énorme cohésion dans tout le pays parce que les gens se sont sentis écoutés, entendus, et elle répondait en fait à toutes les questions de ses concitoyens de manière très simple, très transparente. Donc du coup, voilà, ça a vraiment fédéré la nation autour de cette présidente. Donc, c'est une super pratique qui demande par contre de se préparer un petit peu quand même. La deuxième bonne pratique qu'on peut vous transmettre, c'est quand vous avez des communications comme ça un peu officielles à faire, utilisez l'image dans vos communications. On a pas mal d'études qui montrent que l'humain, l'être humain, le cerveau humain, en fait, retient environ 20% de ce qu'il entend comme information. Pas beaucoup quand même. Par contre, si vous ajoutez à l'auditif du visuel avec des images illustrantes, voilà, vraiment qui vont appuyer vos propos, là par contre, le cerveau humain retient 50% des informations. Déjà plus intéressant. Donc voilà, c'est vraiment une astuce très intéressante. Et à l'inverse, par contre, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est du coup de demander à votre auditoire d'écouter et de lire en même temps sur, par exemple, un PowerPoint avec du texte. Ça, par contre, on sait que la rétention d'informations, elle est vraiment très, très minime.
Donc voilà, utilisez du coup l'image. C'est très impactant dans vos communications officielles. La troisième astuce, c'est le fait de montrer l'exemple. En fait, si vous demandez à vos équipes de communiquer de manière transparente et de collaborer entre elles, en fait, ça doit aussi commencer par vous. En tant que manager, vous avez du coup comme une sorte d'autorité et l'exemplarité va vous aider en fait à faire changer les comportements. Donc, incarnez avant tout les changements que vous voulez voir venir dans votre service, dans votre équipe. Et la dernière petite astuce pour les communications un peu officielles, ça va être d'alimenter la curiosité de votre équipe et de partager à votre équipe des articles, des conférences sur du coup les thématiques qui vous semblent intéressantes au sein de pour votre activité. Du coup, si vous commencez à alimenter leur curiosité en leur donnant des articles, des choses comme ça, il est fort probable qu'ils se mettent aussi à le faire et vous verrez que ça va impulser en fait un travail collectif de veille qui peut se révéler très utile, notamment pour la montée en compétences de vos collaborateurs. Donc voilà pour les 4 astuces pour la communication officielle. Et alors pour la communication informelle, donc là l'idée ça va plus être de maintenir un lien avec vos collaborateurs. Donc, parmi les astuces qu'on peut vous donner, déjà la première, c'est d'utiliser un réseau social d'entreprise. Aujourd'hui, avec la distance, en fait, ces outils deviennent quasiment incontournables. Alors, pour ceux qui ont déjà du coup des RSE, c'est super, vous pouvez vous appuyer dessus. Pour ceux qui n'en ont pas et qui sont dans des entreprises dans lesquelles il n'est pas prévu pour l'instant d'aller vers ce genre de solution, en fait, vous pouvez ouvrir de manière très, très simple et très rapide un canal pour les échanges informels de votre équipe avec, par exemple, des solutions comme Slack. C'est très, très rapide et très simple à mettre en place. Et pour ceux qui veulent aller vers des solutions un peu plus grandes pour vraiment toute l'entreprise, il existe plein de choses. Alors, les plus connues sur le marché, évidemment, ça va être Workplace de Facebook. Et puis, par exemple, il y a Yammer de Microsoft qui fonctionne bien. Et puis après, il y en a plein d'autres. Et en tout cas, c'est un outil très intéressant pour du coup maintenir les liens informels entre les gens. Et ça vous permet, si vous en avez un, donc c'est notre deuxième astuce, si vous avez un RSE, en fait, ça vous permet d'ouvrir un espace de discussion virtuel. Donc là, c'est un canal qui va être disponible à toute heure, n'importe quand, et qui va permettre en fait à vos équipes de se connecter à ce canal et puis voilà, par exemple, de partager un café. En fait, c'est comme si ça remplaçait en quelque sorte la machine à café. Pour vous donner un exemple, en fait, chez nous, en interne, on a ouvert un canal comme ça, on l'a appelé le couloir. Et c'est souvent le matin, en fait, quand quelqu'un est disponible, il envoie un petit message dans le couloir en disant je prends un café pendant 10 minutes, là, si quelqu'un veut se joindre à moi. Et puis, du coup, c'est l'occasion de se croiser pour discuter un petit peu avant de commencer sa journée. La troisième petite astuce, alors ça, c'est vraiment, on enfonce une porte ouverte, mais pour autant, c'est très, 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 très important. C'est de répondre aux sollicitations. Encore plus qu'en présentiel, si vous sentez qu'un collaborateur demande de l'aide ou qu'il se pose des questions, qu'il n'est pas forcément très à l'aise, soyez là pour l'aider. Et également, ayez une vigilance pour ceux, à l'inverse, qui ne donnent quasiment plus de nouvelles. Ça doit vraiment être un warning pour vous dire il faut que je l'appelle, il faut que je prenne de ces nouvelles. Et en fait, mine de rien, ça paraît être totalement banal de dire ça. Pour autant, tous les sondages sur le télétravail, notamment ceux de Malakoff Humanis, montrent que vraiment à distance, la principale difficulté des collaborateurs, c'est l'isolement et c'est la perte de lien. Donc, ça nous a semblé important de le rappeler. Et quand vous prenez des nouvelles de vos collaborateurs, n'hésitez pas à les appeler en fait. Pareil, on enfonce une porte ouverte, mais dans les sondages qu'on a fait du coup pendant la crise du Covid, là qu'on a fait tout récemment, en fait, on a constaté avec surprise que beaucoup de nos clients ont pris ou repris l'habitude de se répondre par mail. Là où en présentiel, ils auraient été dans les couloirs, croisé un collègue, ils seraient allés le voir à son bureau et ils auraient discuté avec cette personne de vive voix. Et bien là, en fait, ils ont recommencé à écrire des mails. Et ça crée beaucoup d'éloignement. Ça dissout vraiment le lien social, en plus d'alimenter pas mal d'incompréhension et
quiproquo parce qu'à l'écrit, évidemment, on n'a pas le ton de la personne. Et également, ça crée une très forte asynchronicité, c'est-à-dire que les personnes, en s'envoyant des mails, en fait, travaillent les uns après les autres sur le sujet et du coup ne travaillent plus tous ensemble sur la même chose. Donc tout bêtement, décrocher le téléphone ou faites un appel sur un Skype ou un Teams et échanger de vive voix sur le sujet, c'est toujours beaucoup plus efficace. La 5e astuce, encore une porte ouverte, hein, mais ça nous paraît important de le rappeler, c'est qu'avec la perte des signaux faibles, du coup, c'est encore plus important de faire attention à sa communication et d'avoir vraiment une écoute et une communication bienveillante. Et ce qu'on entend par bienveillance dans ce cas-là, c'est d'accueillir chaque ressenti sans jugement. Quel que soit ce que vous partage la personne, c'est sa vérité à elle et elle a le droit de le ressentir. Du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas juger ce que les personnes peuvent vous partager. Le 6e astuce, c'est le fait d'organiser des temps informels. En complément en fait, du canal de discussion virtuel, vous pouvez aussi organiser des petits déjeuners ou des déjeuners virtuels. Donc, c'est des courtes pauses où les gens se retrouvent. Et si vous voulez même agrémenter ces petites pauses avec un aspect un peu plus ludique, il existe sur le net du coup des sites qui proposent des sessions très très courtes de jeux en fait. Donc vous pouvez très bien pendant une pause déjeuner ou une pause café proposer à vos collaborateurs de faire un petit jeu de cartes rapidement, ça prend 5-10 minutes. C'est sympa, ça fait rire tout le monde et ça permet de recréer du lien social. Par exemple, nous, ce qu'on a déjà utilisé, ce qu'on connaît, on a testé la solution Board Game Arena. Ça fonctionne pas mal. Et la dernière astuce, c'est plus un exercice d'introspection. Là, l'idée, en fait, c'est de prendre 5 minutes une fois par semaine, par exemple, pour se dire, mais en fait, quel collègue m'a boosté au travail cette semaine ou à qui est-ce que j'ai le plus envie de décerner un merci, un bravo ou même un encouragement. Puis une fois que vous avez fait ce petit travail d'introspection, vous envoyez ce petit mot à la personne en question juste pour lui dire merci pour le coup de main que tu m'as filé sur le sujet. C'est pas grand-chose, ça prend 3 fois rien comme temps et pour autant le pouvoir du merci, ça fait vraiment du bien en fait d'obtenir cette reconnaissance-là. Donc, en synthèse, sur la partie communication, je vous propose de résumer ça en 4 messages. Le premier message serait vraiment essayer de communiquer le plus clairement possible. Transmettez des messages simples et appuyez-vous sur du visuel, des photos, pour avoir une meilleure compréhension de ce que vous dites. Recréer du lien, appelez les gens, parlez avec eux, prenez le temps de les écouter. Privilégier l'oral également, pour éviter les problèmes d'incompréhension et d'asynchronicité. Et enfin, organiser les temps informels. C'est bête de dire ça, mais c'est vrai qu'à distance, tous les moments informels qui normalement se font de manière tout à fait normale, là, on est obligé de les organiser, de les structurer, de les préparer. Donc ça peut être très important si vous voulez éviter de perdre le lien avec vos équipes, vos collaborateurs. Alors, avant de passer la main à Sarah, je vous invite encore une fois à noter vos questions au fur et à mesure dans le chat. On y revient juste après. Voilà. C'est à toi, Sarah. Merci, Céline. Donc, le deuxième levier qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui, c'était la coordination. Et pour nous, cette coordination, elle va passer par la ritualisation des échanges. C'est-à-dire que l'on soit en télétravail ou non d'ailleurs, on peut observer qu'il y a un véritable enjeu dans les équipes sur la ritualisation des moments de partage. Donc, vous allez me demander pourquoi cette ritualisation me paraît fondamentale, puisqu'en donnant un cadre, en donnant du rythme et en systématisant les temps de partage et les temps collectifs, ils vont se transformer en un réflexe et en une codification dans l'équipe et devenir un moyen de se parler, de mieux collaborer ensemble. Donc, vous l'aurez compris, la ritualisation des échanges, elle va permettre de favoriser la dynamique collaborative dans les équipes, de donner un cadre et à la synchronisation du travail, de recréer du partage d'informations qui se perd beaucoup à distance. Et elle va permettre aussi de recréer de la synchronicité dans les échanges, puisque ce qu'on disait au départ de ce webinaire, c'est qu'avec l'hybridation des modes de travail, la synchronicité, elle peut disparaître et on observe qu'elle doit donc aussi faire partie des notions à surveiller pour un manager. Donc maintenant qu'on a le pourquoi,
je vous propose de vous donner le comment avec 4 pratiques qui peuvent vous aider au quotidien. La première bonne pratique qu'on souhaitait partager avec vous, c'était le fait d'organiser un point de synchro quotidien avec vos équipes, en trouvant effectivement un horaire consensuel adapté à tous, par exemple le matin, pour bien démarrer la journée. On observe actuel de travail à distance, il y a une tendance globale à la dégradation, voire à la disparition des rituels qui se faisaient en présentiel. Donc ça paraît tout bête, mais ces temps de synchro quotidien, ils permettent de remettre une attention particulière sur ce sujet-là et de l'adapter à la distance. Donc c'est un moment qui sera court, une quinzaine de minutes. Ce sera un format qui sera collaboratif pour favoriser la liberté d'expression au sein de l'équipe. Donc, c'est-à-dire que tout le monde expose son actualité, ce qui peut intéresser les autres, tout en étant vraiment clair et concis. On dit ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. Et c'est un moment qui va permettre de fluidifier les échanges. Chez nos clients, les bonnes pratiques opérationnelles qu'on a pu observer lors de nos accompagnements, c'était vraiment le fait de bloquer le créneau dans les agendas des collaborateurs pour ritualiser la pratique, de bien préparer ces rituels en amont, donc bien clarifier les objectifs et le déroulé, de bien timeboxer le temps de parole de chacun. Vous pouvez désigner en début de point de synchro ce qu'on appelle un timekeeper qui sera le garant du respect du temps pour chacun. Et vous pouvez aussi adapter la fréquence aux besoins de l'équipe. Et si par exemple vous décidez de ne pas faire tous les jours ces points de synchro, à ce compte-là, il faudra peut-être que le point de synchro ne dure pas 15 minutes, comme je le disais juste avant, mais qu'il soit un peu plus long. La deuxième bonne pratique qu'on voulait partager avec vous, c'était qu'en plus de ces points de synchro, on peut prévoir une réunion hebdomadaire collective plus longue. L'objectif ici sera vraiment de faire le point sur l'avancée des projets en cours, donc de l'équipe, permettra de synchroniser l'équipe sur les projets et au moins chacun aura le même niveau d'information. Donc, tout comme les points de synchronisation quotidien, la bonne pratique, c'est de pouvoir bloquer le créneau aussi dans les agendas. De manière générale, là, concernant les temps d'échange dont je viens de parler, l'attention particulière qu'il faut quand même avoir, c'est de ne pas tomber dans ce qu'on appelle le syndrome de l'hypersynchronisme, où finalement les équipes elles vont passer plus de temps à se synchroniser qu'à produire. Le cas échéant, l'adaptation des fréquences sera nécessaire. La troisième bonne pratique qu'on voulait partager avec vous, c'était l'idée de mettre en place des rendez-vous réguliers avec les équipes en privilégiant les one-to-one. Donc, l'intérêt, ça va vraiment être d'être dans un état d'esprit où finalement le manager va gérer l'humain. Donc, c'est-à-dire que ces points ont pour objectif donc, de favoriser les échanges dans la relation manager-manager, mais aussi d'aller plus loin et de pouvoir laisser la possibilité aux collaborateurs de partager son ressenti sur l'avancée des projets, mais aussi de parler de manière plus informelle et de recréer du lien. Enfin, la dernière bonne pratique qu'on voulait partager, c'était le fait d'organiser des rétrospectives. Donc, qu'est-ce qu'une rétrospective d'équipe? C'est un temps vraiment collectif où l'équipe, elle va sortir de l'opérationnel et elle va se donner la possibilité de réfléchir sur ce qu'elle pourrait améliorer dans les process et dans la dynamique relationnelle de l'équipe. L'équipe va analyser son propre fonctionnement et se donner des actions pour s'améliorer. C'est une pratique qui est vraiment le moteur de l'amélioration continue dans les équipes et qui va lui permettre de se réapproprier, de se réengager dans les problématiques et d'être vraiment dans ce sujet d'amélioration continue. Donc, une rétrospective, finalement, elle peut permettre d'ouvrir la possibilité de traiter des difficultés d'ordre 2 points de vue. Le premier, ça va être un point de vue plutôt structurel, c'est-à-dire l'évolution des process, l'évolution des outils, de la mécanique de fonctionnement de l'équipe, et un point de vue également qui sera plus organique sur les relations, le développement de la qualité relationnelle, qui sera donc au service de la capacité de collaboration de l'équipe et de la performance opérationnelle. Et d'un point de vue donc plus opérationnel, le fait de pouvoir organiser 1 à 2 fois par mois ces rétrospectives, ça peut être très bien. Au niveau de la durée, on préconise plutôt de 2 à 3 heures maximum, et d'autant plus quand c'est en visio, puisque nous, ce qu'on observe dans nos ateliers à distance en ce moment, c'est que l'attention des collaborateurs diminue très rapidement. Donc, le fait de pouvoir ne pas trop prendre de temps pour ces ateliers pour qu'ils soient plus efficaces,
c'est quand même c'est hyper important. Le fait de pouvoir bien expliquer les objectifs de la rétrospective à vos équipes pour savoir où vous allez et où vous allez atterrir en fin de rétrospective. Et le fait également d'utiliser les bons outils. Alors, avec l'avènement du travail à distance, il y a de nombreux outils qui permettent de réaliser facilement des rétrospectives. Il y a des outils vraiment spécifiques pour les rétrospectives. Nous, on utilise par exemple beaucoup RetroTool, qui permet en plus, qui a une prise en main très simple et qui permet de faire des rétros très facilement. Et il y a d'autres outils aussi, ce qu'on appelle des tableaux blancs digitaux, qui sont disponibles via, vous avez par exemple Miro, Klaxoon, Mural ou même dans Teams. Et par expérience, ces outils nécessitent donc un peu plus d'appropriation, mais permettent vraiment de collaborer à distance efficacement et même au-delà des rétrospectives. Donc, si je devais vous résumer la partie que je viens de vous présenter, pour la partie coordination, ça va vraiment passer par la ritualisation des échanges pour 4 raisons principales. La première, ça va être le fait ça va favoriser la dynamique collaborative. Ça va permettre de recréer de la synchronicité dans les échanges, de donner un rythme aux équipes et finalement de mieux collaborer ensemble. Et sur les bonnes pratiques que j'ai partagées, ça va vraiment être le fait de pouvoir mettre en place des points de synchro quotidiens pour impliquer l'équipe et fluidifier les échanges, le fait de mettre en place des réunions ou une réunion hebdomadaire pour avoir une vision de l'avancée des projets, privilégier aussi les points one-to-one pour gérer l'humain, et enfin, mettre en place des rétrospectives pour être vraiment dans une dynamique d'équipe et d'amélioration continue et permettre aux équipes de se réapproprier les problématiques et de pouvoir y répondre de manière collaborative. Donc, voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui avec Galina et Céline. Si vous avez des questions, alors j'ai vu qu'il y en avait eu dans le chat, on va pouvoir prendre un temps pour y répondre. Oui, je me permets de prendre la parole. On s'est organisé pendant que vous parliez avec Clément pour que Clément puisse répondre aux questions qui ont été posées. Donc, je propose que Clément prenne la main pour répondre au fil de questions, si ça vous convient. Très bien, super les gars. En fait, on se permet cette adaptation en mode agile parce que y a des questions du coup, dont j'ai pu un peu préparer la réponse pendant que vous étiez en train de parler. Donc, et on hésitait à faire une réponse directement sur le chat, mais on s'est dit que probablement, vu la nature des questions, ça valait le coup de faire une intervention orale là-dessus. Ça vous va? Vas-y Clément. Donc nous laissons la parole à notre cher président. Du coup, merci du coup de me laisser la parole. Et du coup, je vais rebondir sur 2-3 questions que j'ai trouvées dans le chat. Alors, il y a une première question sur... alors là, on attaque tout de suite un Everest, c'est la relation entre le télétravail et le système de rémunération. Du coup, et donc la question c'est en quoi est-ce que le passage au télétravail, et alors il faut dire qu'on l'observe notamment dans cette période un peu perturbée forcément, où on a plus subi que choisi le télétravail avec les différentes phases de confinement, va induire potentiellement en bout de chaîne des effets sur le système de rémunération. Tout simplement parce que, et pour répondre bien à cette question, il faut que je replace un peu le contexte, c'est que dans toutes les entreprises qu'on a observées dans notre panel, qu'on suit là sur la mise en œuvre de ce télétravail, en particulier dans cette période de crise, on a vu en fait une sorte de chaînage des questionnements, un séquencement des questionnements qui se posent dans ces entreprises et qui viennent toujours dans la même séquence en fait. Le premier temps, ça a été vraiment une question purement technique du type va-t-on réussir ou pas à mettre en œuvre les solutions digitales qui vont permettre de continuer à travailler à distance. Et dans toutes les entreprises, en tout cas nous qu'on a observé, en réalité, les problématiques supposées techniques sur la mise en place de ces solutions ne se sont jamais avérées être réellement des problèmes, ou jamais des problèmes majeurs qui auraient complètement paralysé une entreprise. Le deuxième questionnement qui arrive assez vite après qu'on ait réglé cette solution technique, c'est plutôt une question autour des process de l'entreprise, parce qu'on se rend compte, et cette fois-ci, c'est pour le coup plutôt des problèmes avérés, ce n'est pas juste des projections sur des risques, que en fait, quand on est à distance, il y a un certain nombre des process, et notamment des process de décision, qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent beaucoup plus difficilement à distance.
Et en fait, c'est notamment pour le point qu'a abordé Céline au tout début de son intervention, du fait que l'air de rien, en fait, sans forcément s'en rendre compte ou conscientiser ce problème, quand on passe de la présence à la distance, on induit souvent de l'asynchronicité dans le travail réalisé. Et ça, c'est hyper perturbateur dans les processus de décision. Et alors, qui plus est, en plus, quand par exemple, on a besoin d'une signature physique pour aller au bout de la validation d'une décision. Donc, deuxième temps, des questions de process. Troisième temps, des questions qui sont plutôt liées au management. C'est-à-dire que quand on a réussi à s'adapter un peu en termes de process, ou quand on est au milieu de cette difficulté dans les process, on se rend compte dans un troisième temps qu'il y a un problème de management et qui sont plutôt liés à des problématiques de posture et de pratiques managériales, et aussi de pratiques d'animation d'équipe qui ne sont pas adaptées à la distance, en fait, qu'il faut revoir avec la distance, et qui notamment se situent autour de l'apparition de ces problématiques d'asynchronisation d'un travail qui se faisait de manière plutôt synchrone avant, ou alors des problématiques autour de, j'aime pas utiliser ce terme, mais de la supervision du travail réalisé par les collaborateurs, typiquement qui nécessite de passer plus d'un management de command and control à un management par objectif. Et alors, le dire comme ça en deux mots, piloter par objectif, c'est super, mais le mettre en œuvre, en réalité, c'est très difficile. Et dans un certain nombre de cas, c'est vraiment un challenge énorme de réussir à passer à ce pilotage par objectif. Et enfin, le quatrième temps, c'est la remise en cause du système de valeur de l'entreprise. Et ça, on ne le voit pas venir tout de suite, en fait. Mais on l'observe notamment beaucoup dans les entreprises pour lesquelles le télétravail n'est pas une modalité de travail accessible à tous les collaborateurs. On a donc une disparité qui se fait brutalement dans l'entreprise entre ceux qui ont accès au télétravail et ceux qui n'y ont pas accès. Et ça crée un sentiment un peu de rupture dans les principes d'équité sur lesquels l'entreprise s'est fondée. Et si on va tirer jusqu'au bout, quand ces problèmes-là apparaissent, ces sentiments d'inéquité ou même d'évolution, en fait, de changement objectif des conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise, et bien évidemment, en bout de chaîne, ça finit par interroger le système de rémunération, évidemment, puisque, entre autres choses, ce qui rentre dans les considérations sur la rémunération donnée à un salarié, c'est aussi dans quelles conditions il réalise ce travail. Donc on commence à voir, en fait, alors c'est quelque chose qui arrive tardivement, qui s'est souvent d'ailleurs manifesté dans les entreprises qu'on a observées, chez qui se pose ce problème, plutôt à la fin du premier confinement ou au retour dans les locaux, que en fait cette situation avait généré comme ça, de manière assez insidieuse, des situations d'inéquité ressentie, et donc qui interrogeaient même jusqu'au système de rémunération. Voilà, donc désolé pour la longue parenthèse, mais ça me paraissait nécessaire de passer par là pour expliquer ça. Une deuxième question que j'ai vue sur est-ce que finalement répéter un rituel, c'est pas risquer la lassitude de l'équipe? Alors c'est une assez juste question, hein. Il y a toujours de toute façon, de notre point de vue, un subtil équilibre à trouver entre d'un côté, le besoin de ritualisation qui répond au fait de trouver un rythme, créer des repères aussi, hein, dans des équipes qui peuvent être assez bousculées, quand on a des ruptures comme ça très fortes dans les modes de fonctionnement, qui sont liées là à la mise en œuvre du télétravail, mais qui peuvent être liées à plein d'autres situations en fait, rencontrées par l'entreprise. Donc, où l'idée, c'est donc de trouver le rythme, de ramener l'attention aussi régulièrement sur un certain nombre de sujets clés qu'on peut avoir tendance à perdre de vue dans le feu de l'action, dans la vie opérationnelle de l'équipe. Ça, c'est l'enjeu pour lequel on met en place de la ritualisation. Et puis, le deuxième, le risque, pour le coup, ça, c'est plutôt le bénéfice. Le risque, c'est plutôt justement d'amener à faire que cette routine entraîne une certaine extinction de la dynamique de l'équipe. Donc, on est toujours dans cette balance. Et en fait, la réponse qu'on peut amener à ça, à mon avis, c'est que rien n'empêche de ritualiser, et donc de donner du rythme, de ramener fréquemment l'attention sur un certain nombre de sujets clés, tout en faisant évoluer, varier les pratiques d'animation de ces rituels qui permettent d'éviter de ne pas sombrer dans une répétition lassante. Et juste à ce sujet-là, on observe quand même dans le panel d'entreprises qu'on suit beaucoup plus de situations où c'est le manque de rituels qui pèse que de cas où ce sont les rituels qui lassent. Mais encore une fois, ça ne parle que du panel sur lequel on observe les choses.
J'ai vu une autre question aussi sur qu'est-ce qu'on a mis en place chez Animaneo dans nos rituels de travail à distance. Alors, il faut juste pour répondre à cette question dire que pour nous, finalement, la période de confinement, elle n'a pas changé radicalement la situation parce que dans notre activité, on est tous amenés à travailler à distance les uns des autres, à être mobilisés sur des missions variées et même écartées, j'entends, géographiquement les unes des autres. Donc, dans l'histoire d'Animaneo, on a tout de suite mis en œuvre un certain nombre de rituels, de pratiques qui nous ont permis de vivre et de nous développer avec cette notion de distance. Donc, je remets ce contexte parce qu'évidemment, c'est assez différent d'être dans une entreprise qui s'est fondée autour de ces principes que d'être dans une entreprise qui y est confrontée tardivement dans son évolution. Donc, chez Animaneo, on a depuis toujours un principe qu'on appelle les animades, où on réunit tout le monde une fois par mois, tout le monde, c'est-à-dire toute l'équipe, toute l'entreprise, on est 20 chez Animaneo, c'est encore possible, mais on est quand même éloigné géographiquement, on se réunit physiquement, donc ça c'était avant le confinement, et ça pour le coup les animades elles ont un peu changé, elles ont été impactées par ça. Alors simplement, l'idée derrière ces réunions, c'est non seulement de porter des principes de rétrospective, mais aussi de prendre tout un tas de décisions ensemble. Je pense pouvoir dire que chez Animaneo, on a poussé très loin le participatif, y compris dans les sujets les plus stratégiques de l'entreprise. Donc, vraiment, tout le monde est mouillé à voix au chapitre et à une possibilité non seulement de s'exprimer, mais même de voter de manière égalitaire sur un certain nombre de sujets tactiques et stratégiques de l'entreprise. Et donc, simplement, ces animades, on les a animés à distance avec des modalités telles qu'on le fait là de webinar. Il faut dire aussi qu'on est forcément assez aguerri aux outils digitaux qui permettent d'animer des ateliers à distance, comme ceux cités par Sarah, comme Miral, comme Miro ou Klaxoon, qu'on utilise forcément massivement. Et puis, comme toute l'équipe est très aguerrie, habituée à ces pratiques, on a la chance, nous, de pouvoir aussi mener des ateliers même très longs, je dirais globalement plus longs que ce qu'on pourrait faire en moyenne dans d'autres entreprises, parce qu'on a une certaine autodiscipline, parce que voilà, on est aussi tous dans des situations où on est animateur de ces sujets-là, et donc on sait comme ça peut être dur pour l'animateur quand on travaille à distance, donc on respecte ça, on a une certaine attention à ça. On a aussi mis en œuvre chez Animaneo des communautés pour animer un certain nombre de sujets transverses, et ces communautés, elles fonctionnent de manière distancielle avec les mêmes outils. On a aussi un point intéressant, mis en place un couloir virtuel. Donc le couloir virtuel, c'est un couloir qui n'existe que dans notre pensée, mais qui nous permet quand même de nous retrouver dans des salons de discussions digitaux, pour le coup, où on va par exemple partager un déjeuner, un café ensemble, un petit déjeuner ensemble, et qui vont nous permettre de discuter d'un tas de choses assez informelles. Et puis la dernière chose à laquelle je pense en termes de rituels, en tout cas mis en œuvre, parce qu'on a fait quand même beaucoup d'autres choses, mais si on parle vraiment des rituels, c'est que on a en fait, alors, sans vraiment, enfin, il y a une part un peu tactique là-dedans, mais il y a aussi une part un peu spontanée, séparer en fait les canaux de discussion formels et informels. Donc pour info, on a un WhatsApp par exemple, où toute l'équipe discute de sujets très informels, et globalement on rigole bien au travers de ce WhatsApp. Et on a par ailleurs un autre canal d'échange qui est plutôt work chat pour le coup, donc qui est le système de chat équivalent à Messenger pour Facebook dans sa version, je dirais, d'utilisation publique. Là, on est dans un contexte professionnel, mais c'est le même principe. On a un réseau social, et derrière ce réseau social, on a un système de chat. Et on a une très, à mon avis, bonne tradition d'échange en temps réel au travers de ce chat, qui d'ailleurs amène souvent à passer de l'écrit à l'oral, ce qui permet, à mon avis, d'optimiser tous ces temps de resynchronisation nécessaires liés à la distance.
Voilà, j'ai vu, alors petit clin d'œil, j'ai vu que Christine était là et que donc elle parlait de Secret Santa, donc l'idée de mettre en place un Père Noël secret. Alors pour info, on le fait aussi chez Animaneo. Et j'ai vu que ça discutait des outils pour faire ça. Le principe de ça, c'est simplement de faire un cadeau à une personne de l'entreprise, de l'équipe. Et en fait, le cadeau, on tire au sort en fait à qui on va faire ce cadeau. Et personne ne sait à l'avance qui va lui faire le cadeau. Et en l'occurrence, nous, on utilise un outil qui s'appelle Tirokdo pour faire ça, Tirokdo. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre proposition, donc j'ai noté, c'est drawnames.com, donc a priori c'est une autre solution pour implémenter la même chose. Et la dernière question que j'ai sélectionnée, et du coup je finirai là-dessus, c'est par rapport au risque de réunionite. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de resynchronisation en fait, et pour se resynchroniser, on ne voit pas d'autre solution que de se réunir, en fait. Sinon, on reste dans des échanges asynchrones. Alors, toute la question qu'on se pose en permanence, nous, autour de ça, c'est le rapport entre temps investi et utilité perçue par le groupe. Donc ça, on va tout le temps le challenger. C'est un peu une obsession d'aller chercher au travers de ces ROTI, là, ces Return on Time Invested, le feedback du groupe sur l'utilité perçue de la réunion et de son animation. Et donc, quand on challenge cette question en permanence et que ça rentre du coup dans la boucle d'amélioration continue du mode de fonctionnement de l'équipe, il me semble qu'on est en capacité justement d'éviter ce qu'on appelle la réunionite, c'est-à-dire une succession de temps où on se retrouve, mais où finalement, on se rend compte que le temps utilisé n'est pas réellement utile aux yeux de l'équipe globalement pour faire avancer les sujets. Voilà ce que je vais retenir. Alors peut-être qu'il y a d'autres questions, et peut-être d'ailleurs que Galina, Sarah, Céline, vous avez des points sur lesquels rebondir là-dessus. Je me permets, j'avais relevé une autre question au début, qui était, vous parlez de 2 leviers pour l'engagement. Oui. Y en a-t-il d'autres sur lesquels on peut agir? Je réponds à ça. Écoute, vas-y, t'es lancé. Alors, du coup, nous, c'est l'engagement, et l'engagement dans les projets en particulier, c'est vraiment un vrai enjeu en fait pour nous. Je vais pas faire une longue parenthèse pour vous expliquer pourquoi c'est particulièrement important dans les projets de transformation, mais on est arrivé à la conclusion que l'engagement des personnes qui participent à ces projets, c'est le premier et de très loin facteur de réussite de ces enjeux de réussite de ce type de projet. C'est certainement vrai pour tous les projets en réalité, mais particulièrement dans ce cas-là. Et donc, on a beaucoup creusé cette question de qu'est-ce qui est un terrain favorable à l'engagement des participants, aux contributeurs dans un projet. Et on est arrivé à l'idée qu'il y avait 4 piliers majeurs. Alors, ces 4 piliers majeurs, le premier, c'est l'appropriation. C'est le fait que, quel que soit le sujet, quelle que soit l'activité, quel que soit le projet, on s'assure que l'objectif à atteindre est un sens pour les acteurs, ce qu'on appelle nous les cochons, les personnes qui sont réellement impliquées dans les actions à réaliser dans le projet. Ça va avoir évidemment un effet sur l'engagement, mais ça va aussi avoir un effet, bien sûr, sur l'intelligence que chacun est capable de mettre pour aller dans le sens de l'objectif. Donc, on va s'attacher justement à cette question d'appropriation, de sens donné à l'objectif. Le deuxième aspect, c'est la communication. On se rend compte que cet enjeu de communication vers l'équipe, mais aussi vers les personnes qui vont être impactées par les changements qu'on porte dans nos projets, c'est voilà, un enjeu fondamental. Il y a énormément de choses à dire sur cette notion de communication, sur la forme qu'elle doit prendre, et notamment sur la forme qu'elle doit prendre en fonction de la taille des effectifs auxquels on s'adresse et des temps qu'on a à leur consacrer. Mais en tout cas, ça, la régularité et la forme de la communication, ça va être un vrai sujet. D'ailleurs, ce qui nous amène toujours à préconiser à nos clients de créer des dispositifs de communication qui dépendent des programmes de transformation et pas juste de chacun des chantiers de transformation.
Le troisième axe, c'est le rythme. La particularité de ce type de projet qui touche à des changements d'habitude, des changements de fonctionnement, c'est qu'on ne nous a jamais attendu pour avoir du travail à réaliser, quoi. Ça vient toujours comme un chapeau, comme un effort supplémentaire à faire par-dessus l'activité productive et qui délivre de la valeur pour les clients de l'entreprise. Donc, il va falloir se donner la possibilité de mettre un certain focus, une certaine attention sur ces sujets-là. Et le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est de ritualiser. C'est de faire en sorte de ramener l'attention régulièrement à un rythme donné des différentes parties prenantes sur les sujets en question pour pouvoir les traiter jusqu'au bout et s'assurer que, indépendamment d'avoir pris des décisions, elles sont suivies d'effets, elles tirent des actions qui sont réalisées, qui vont jusqu'au bout effectivement. Et si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à trouver la bande passante, si on n'arrive pas à aller au bout des actions, et ben les premiers enjeux dans les rétrospectives, dans l'amélioration continue, ça va être de trouver les adaptations qui permettent d'amener ce focus, cette bande passante. Et le dernier point, c'est la mobilisation. C'est qu'on pense qu'un des enjeux majeurs, c'est l'attention donnée, le temps et l'attention donnée aux personnes qui sont mouillées dans ces transfos. Et donc, on va s'assurer, en fait, on va challenger sur ces 4 axes tous les chantiers qu'on mène chez nos clients pour s'assurer qu'on retrouve les 4 et que du coup, on garantisse au maximum les facteurs d'engagement des parties prenantes. Voilà, et je me tais. Merci Clément. Du coup, s'il y a des gens qui veulent poser d'autres questions à l'oral, n'hésitez pas, on vous écoute. Et bien sûr, le cas échéant, pensez à réactiver vos micros. Personne ne se lance. En tout cas, on peut vous dire qu'on est ravis d'avoir autant de monde à ce webinaire. Du coup, on est monté à 50 personnes. On ne s'y attendait pas forcément. C'est une bonne nouvelle. Bien, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce temps-là. Et on partagera effectivement les supports et l'enregistrement vidéo qu'on avait fait pendant ce webinaire. Merci à tous. Éventuellement, je me permets juste de dire un petit mot. Si vous avez éventuellement des questions qui vous viennent rétrospectivement après ce webinaire, surtout n'hésitez pas à nous les envoyer sur le mail de contact d'Animaneo ou à nous contacter sur LinkedIn. Si éventuellement vous avez des questions un peu spécifiques, des points abordés, on sera très heureux d'en discuter au moins avec vous sans forcément prétendre qu'on a toutes les solutions. Eh bien, bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne vous et bonne fête.